Le bureau des complots. Allô, 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 allô. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour, vous devez être Jacobs ? Bonjour, Peter, c'est ça? Exactement, enchanté. Oui, enchanté. Ravi de faire votre connaissance. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je suis ravi de vous accueillir donc au bureau des complots. Justement, pas facile de le trouver ce bureau. Je me suis perdu en venant, oh là là. Tiens donc, RTBF, Boulevard Eyers, tout le monde connaît pourtant, il me semble. Oui, je parlais plutôt des dédales des sous-sols. Il fallait deviner que le bureau est caché au niveau -4 du bâtiment. C'est étrange quand même comme lieu pour travailler. C'est un endroit très discret et tout à fait adapté à notre tâche. Si vous le dites. Enfin, je vais devoir m'acheter une lampe de poche, moi, si je ne veux pas finir tout sec dans les oubliettes de la RTBF, si je me perds encore. Ne vous en faites pas, c'est votre premier jour. Vous allez vite vous habituer, j'en suis certain. En tout cas, voilà, donc ça c'est notre bureau. C'est ici qu'ensemble, nous allons voyager dans le monde fascinant des conspirations. Pas mal, étrange mais pas mal. Des livres, des ordinateurs, ou du moins ce que l'on pouvait appeler comme tels dans les années 90. Et des crayons. Oui, je les ai taillés avant votre arrivée. Délicate attention, merci Jacobs. Et cette curieuse machine-là, qu'est-ce que c'est ? Ah, ça c'est le répondeur. Comment ça ? Eh bien, c'est sur ce répondeur que nos concitoyens peuvent nous laisser un message pour solliciter nos services sur telle ou telle théorie du complot. Ah, mais oui, bien sûr, c'est évident. Tous les jours, il y a un message alors, ou parfois on peut se la couler douce ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Faire autre chose ou prendre son temps ? Ah non, n'imaginez pas du tout chômer, mon cher Peters. En cette période troublée, les gens sont en demande de repères. Le complot est partout, vous savez. Ah oui, je sais bien. Ma concierge m'a encore parlé tout à l'heure de l'assassinat de Kennedy, et hier, c'était les vaccins. Vous comprenez, ils ont besoin de nous, qu'on démêle les sacs de nœuds de ces histoires, comme, je ne sais pas, par exemple la mort de la princesse Diana ou celle de Marilyn Monroe. Ah, aussi les francs-maçons, les Illuminati ou la mafia. Oui, tout à fait, la théorie de l'évolution, la mission Apollo. Le suaire de Turin, le grand remplacement. Je sens que nous allons bien nous entendre. En tout cas, sachez-le, Peters, je suis vraiment heureux d'avoir enfin un collègue. Parce qu'on ne sera pas trop de deux pour répondre à tous ceux qui nous laissent des messages sur ce répondeur, justement. Merci Jacob, je suis ravi d'être ici aussi. Il me tarde de commencer ma première mission et explorer une première conspiration. Vous avez bien raison. Assez de temps perdu, commencez donc. C'est-à-dire ? Eh bien, comme tous les jours à partir de maintenant, nous débutons la journée en écoutant les messages. Il suffit d'appuyer sur le bouton là. Celui-là, là ? Non, le bouton bleu là. Ah oui, celui-là. D'accord. Eh bien, c'est parti. Vous avez un nouveau message. Allô, le bureau des complots ? C'est Jocelyne de Charleroi. Alors voilà, je suis un peu sans dessus dessous, je dois dire. J'entends autour de moi des choses incroyables. Contrairement à ce que nous avons tous appris, la Terre serait plate. Mon neveu croit dur comme fer à cette histoire. Mais bon, si c'était vrai, ça voudrait dire qu'on nous ment depuis des siècles. J'avoue, je sais plus quoi penser. Alors, si vous pouviez m'aider à comprendre comment on est arrivé là, parce que moi, là, je vais perdre la boule. Eh bien, cette chère Jocelyne a raison de s'inquiéter. Penser que la Terre est un disque et non un globe, c'est vertigineux. Oui, je comprends son désarroi. Il y a de quoi perdre le nord, si vous me permettez l'expression. Une théorie qui remet en tout cas en question la plus élémentaire des connaissances scientifiques. Qu'en dites-vous, Peters, alors? C'est pas mal comme sujet pour débuter notre collaboration au bureau des complots, la théorie de la Terre plate. J'en suis très heureux. Surtout qu'au plat pays qui est le mien, comme le disait le regretté Jacques Brel, ils doivent malheureusement être nombreux dans ce cas. Cette théorie de la Terre plate peut paraître complètement anachronique et pourtant, elle gagne en popularité dans toutes les sociétés modernes. Oui, je ne vous le fais pas dire, c'est inquiétant. Les réseaux sociaux sont un terrain fertile pour ce genre de théorie qu'on croirait sortie d'un âge obscurantiste. Bon, il faut répondre à Jocelyne, on ne peut pas la laisser comme ça en tout cas. Alors, pour commencer, si on essayait tout d'abord de comprendre comment les platistes se représentent notre planète.
Les platistes, oui, c'est comme ça qu'on appelle ceux qui croient que la Terre est plate. Amusant, on dirait presque une religion. Allons faire leur connaissance. Le bureau des complots. Alors Jacobs, comment les partisans de la Terre plate d'aujourd'hui se représentent notre monde? Puisque pour eux, nous ne vivons pas sur un globe, sur quoi pouvons-nous alors nous tenir debout? Et bien sûr, un disque plat sur lequel il faut imaginer les continents organisés en cercle autour d'un centre qui est une terre gelée, comparable à notre pôle Nord. Le pôle Sud n'existe évidemment pas, mais ce monde est bordé par un immense mur de glace qui entoure l'ensemble et empêche les océans de se déverser dans le vide intersidéral. Ensuite, il y a, surplombant ce disque, une sorte de dôme. En fait, c'est un peu comme une boule à neige, un monde sous cloche. C'est ce que les platistes appellent le firmament, un dôme sous lequel le soleil et la lune tournoient, suspendus comme des mobiles au-dessus d'un berceau. C'est très intéressant ça. Pour la luminosité, le soleil serait comme une lampe de poche qui n'éclaire qu'une petite zone, ce qui explique que certaines parties de la Terre soient dans la nuit quand d'autres sont dans la lumière du jour. Alors, il faut comprendre que pour les platistes, le Soleil et la Lune font à peu près la même taille. Et si vous me le permettez, Peters, cela correspond, il est vrai, à une certaine perception visuelle. Mais les scientifiques, les officiels cette fois, l'expliquent aisément. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, et le Soleil est 400 fois plus éloigné de la Terre que la Lune. Et du coup, comme ça, à l'œil nu, eh bien, c'est vrai qu'ils semblent avoir la même dimension. C'est flagrant, hein, cette perception lors des éclipses, mais cette coïncidence est considérée par les platistes comme un bien curieux hasard. Ah ben tiens. Prêtons un instant une oreille à leurs arguments, hein, qu'ils présentent comme frappés du sceau du bon sens, alors que nous autres serions aveuglés par le mensonge de la science. Les partisans de la Terre plate soulèvent par exemple la question de la platitude de l'horizon. Et oui, quand on regarde l'horizon, il est plat et droit. C'est flagrant en mer, mais même en avion parfois. Mais bon, vu la taille de notre planète, c'est parce qu'il est difficile d'embrasser assez de distance pour voir clairement une courbure. Vous marquez facilement un point, mais penchons-nous maintenant sur une autre question posée par ce que j'ai envie d'appeler le bon sens platiste. Ah, vous êtes un rigolo alors Jacobs. Ah non, pas du tout. Ah, pardon, alors continuons. Et donc ces platistes se demandent pourquoi, hein, puisque notre planète est en perpétuel mouvement, nous n'en ayons aucunement la sensation. Pourquoi ne sentons-nous pas que la Terre se déplace autour du Soleil et tourne sur elle-même? Alors, c'est vrai que selon la science, la Terre tourne sur elle-même à une vitesse de 1700 km/h à peu près. Mais notre planète, la Terre, est également en orbite autour du Soleil et elle se déplace, elle, à une vitesse prodigieuse d'un peu plus de 100 000 km/h. À cette vitesse, hein, ça décoiffe donc. Mais si nous n'avons pas les cheveux dans le vent, c'est la preuve, hein, pour les platistes qu'on nous ment et que la Terre est immobile ou sous cloche. Oui, en faisant abstraction du vide spatial, cela a sa logique, effectivement. Un autre de leurs arguments, c'est évidemment la carte du monde que l'on connaît tous, celle que l'on avait placardée au mur de l'école et sur laquelle on avait appris à placer les pays, les océans et les continents. Eh bien, pour les platistes, ce planisphère est évidemment faux. Et sur ce point, les platistes ont presque raison. Et cela s'explique, car représenter une sphère sous la forme d'un plan pose un problème géométrique. En clair, déplier une sphère à plat, c'est purement impossible ou illisible. Aujourd'hui, la carte que tout le monde partage, c'est la carte dite Mercator, une projection de la Terre comme si elle était un cylindre, créée par le géographe flamand Gerardus Mercator en 1569. Cette représentation n'est pas parfaite, mais c'est bien celle qui minimise le plus les déformations. Prenez une feuille de papier et tentez d'en faire une sphère, vous verrez que c'est impossible. Cette carte est donc indéniablement fausse, mais pour une simple question de confort visuel. Les platistes, en tout cas, ils s'engouffrent dans cette subtilité pour affirmer qu'on nous cacherait la réelle organisation de l'espace.
Le doute se répand. Les données scientifiques internationales, les photos de la Terre que fournit la NASA depuis 60 ans, les GPS, les satellites, ne seraient finalement que manipulation et propagande. Oui, pour les platistes, les élites qui nous contrôlent sont évidemment au courant que la Terre est plate. Ce sont eux qui permettent aux plus grands mensonges de l'histoire de perdurer dans leur plus grand intérêt. Et attendez, Jacobs, imaginez le pied de nez à la face de l'humanité que font ces puissants tapis dans l'ombre avec l'emblème de l'ONU. Vous savez, ce disque sur fond bleu, il y a le pôle Nord au centre des continents. Ah oui, oui, je vois bien ce que vous voulez dire. C'est comme si la Terre était vue du dessus au niveau de l'Arctique. Eh bien, figurez-vous qu'il représente la véritable disposition des continents selon les platistes. Exact, pour les platistes, ce logo choisi par l'Organisation des Nations Unies apporte la démonstration que l'ensemble des gouvernements mondiaux est de mèche pour cacher la vérité. Et pour cela, ils utilisent la plus puissante des armes, la science. La théorie de la Terre plate apparaît ainsi comme une entreprise de pure défiance envers la connaissance scientifique. Les platistes s'organisent, se réunissent en congrès, publient des articles, réalisent des vidéos et financent des expéditions et des expériences. Ils se considèrent comme des dissidents. Ah, mon cher Peters, quel régal cette théorie. Je sens que le mystère de la Terre plate commence à devenir palpable. Une Terre plate, comme un disque, avec tous les continents réunis autour du pôle Nord. Un mur de glace géant qui entoure les océans et tout ça sous un dôme invisible où sont accrochés le soleil, la lune et les étoiles. Ce serait presque beau si cela n'était pas pris au sérieux par les platistes d'hier et d'aujourd'hui. Justement, ceux d'aujourd'hui, parfois on imagine que cette idée leur est venue comme ça. Mais c'est une erreur. Les théories du complot ne sortent jamais de nulle part. Elles ont des racines et parfois elles sont très anciennes. Et remonter à leur début permet de mieux comprendre comment on peut y croire aujourd'hui. Le complotiste n'est pas un idiot, il cherche à se représenter le monde. Parfois, il prend un autre chemin, voilà tout. Peters, notre devoir nous oblige à aller voir où tout cela a commencé. J'allais vous le proposer, chers collègues. Rien de tel que revenir aux origines de la théorie de la Terre plate, c'est toujours un beau voyage. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Alors, pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, remontons le fil de l'histoire. Depuis toujours, l'humanité lève les yeux au ciel, regarde l'horizon et se questionne sur la Terre et l'univers. Et cela dans toutes les civilisations et sur tous les continents et sous toutes les latitudes. C'est vrai, difficile de faire une liste exhaustive des différentes représentations du monde, mais tentons de mettre quelques jalons. Ainsi, 2500 ans avant notre ère, en Amérique centrale, les Mayas voyaient la Terre plate et carrée. Les Hindous, à peu près à la même époque, ont imaginé de leur côté un monde plus à l'image de leur divinité. Pour les hindous, je vais tenter de vous faire un dessin. Alors, vous voyez, d'abord le monde est représenté sous la forme d'un plateau porté par 4 éléphants. En dessous, il y a une tortue gigantesque qui porte ce plateau sur son dos. Et attendez, ce n'est pas fini parce que tout cela repose encore sur un serpent dont la taille défie l'imagination. Regardez, c'est quand même beau, vous ne trouvez pas ? Très esthétique. Moins poétique, mais plus proche de nous, les premières traces de platisme se retrouvent chez les Grecs. Dans les chants épiques d'Homère, qui datent du IXe siècle avant notre ère, on trouve l'idée d'un monde plat entouré du fleuve océan. Ensuite, les premières traces écrites de la Terre plate sont attribuées à Thalès, au VIe siècle avant notre ère. Le fondateur de la trigonométrie, célèbre pour son théorème, décrivait la Terre en forme de disque flottant reposant sur un océan infini. Précisons toutefois que le platisme ne faisait pas l'unanimité à cette époque. Des historiens pensent que les prêtres égyptiens concevaient la Terre comme sphérique, et cette idée, les philosophes grecs vont aussi y parvenir au 5e siècle avant notre ère avec Pythagore. Pour preuve, 2 siècles plus tard, un philosophe et astronome nommé Ératosthène parvient même à calculer avec une grande précision la circonférence de la Terre. Il trouve 39 375 km. C'est incroyable, il a fait ça rien qu'en mesurant les ombres lors des solstices. Et c'est un calcul extrêmement proche des 40 075 km mesurés aujourd'hui au niveau de l'équateur. Très fort cet Ératosthène, 700 km d'écart, c'est tout.
Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin de l'Antiquité, la majorité des élites intellectuelles est convaincue de la sphéricité de la Terre. Mais avec le déclin de l'Empire romain et la propagation du christianisme, les données de l'astronomie antique vont pour partie se perdre. Faisons maintenant la rencontre de celui que l'on peut considérer comme le premier platiste. Nous sommes au IVe siècle et c'est un personnage important de notre épopée du jour. Son nom est Lactance. Lucius Salicius Firmanius dit Lactance. Religieux, érudit, c'est un rhéteur, c'est-à-dire un homme qui manie l'art oratoire. Il est professeur et a comme élève le futur empereur Constantin, qui d'ailleurs plus tard l'appellera aussi à éduquer son propre fils. Bref, c'est une sommité de son époque. Ce qui ne va pas l'empêcher de soutenir que la Terre est plate, écrivant notamment, je cite, « qu'il est insensé de croire qu'il existe des lieux où la pluie ou la neige tombent en sens inverse ». Lactance est un religieux, on l'a dit. Mais ce qu'il faut préciser, et contrairement à des idées souvent reçues, c'est que ce n'est pas dans la Bible qu'il trouve matière à sa théorie, car on y trouve finalement peu d'éléments qui viendraient étayer la thèse de la Terre plate. Et d'ailleurs, après la mort de Lactance, seuls quelques discrets propagateurs de la théorie vont subsister. De fait, pendant les siècles qui suivent, le platisme va être considéré comme une vision du monde simpliste, fruit d'une perception faussée. Alors attendez une seconde, Jacobs. À la fin du Moyen-Âge, la sphéricité de la Terre était donc un fait entendu pour l'élite intellectuelle ? Eh oui, mon cher collègue, rappelez-vous déjà de notre planisphère d'aujourd'hui, la carte Mercator qui a été établie au XVIe siècle. Cela explique pourquoi certains historiens contemporains considèrent que la croyance en une Terre plate au Moyen-Âge ne serait qu'une idée reçue. Mieux que ça, ça serait sans doute une invention du XIXe siècle, et c'est ainsi que c'est diffusé dans des ouvrages de vulgarisation et dans les manuels scolaires, l'idée fausse du coup d'un dogme médiéval de la Terre plate. J'ai une question sur les complots. Le bureau des complots. Après une longue période d'endormissement, la théorie de la Terre plate ressurgit au XIXe siècle. Et là, ce qui est encore plus cocasse, c'est que cela apparaît dans le milieu scientifique et non parmi les hommes d'église. Arrive alors celui que l'on peut considérer comme le père du platisme moderne, un certain Samuel Robotham, inventeur et auteur anglais, un personnage assez fantasque. Robotham, réputé pour son esprit vif et son aptitude à débattre de tout sujet, réalise de nombreuses expériences physiques pendant une décennie pour prouver la platitude de notre Terre. En fait, tout commence un peu par hasard. Près de son village, il y a un canal, le canal de Bedford, qui semble plat sur presque 10 km. Cela le questionne et le titille à force de l'observer. Il en vient à se persuader que la Terre est plate et se dit qu'il faut en avoir le cœur net. Alors, en 1838, Robotham effectue une série de mesures sur ce canal de Bedford. Et oui, rien de tel que de l'eau pour mettre les choses à plat. Et l'horizon à 10 km, c'est encore mieux. Les caractéristiques de ce canal sont parfaites selon Robotham pour déterminer si une courbure de la Terre existe réellement ou non. Robotham utilise un télescope pour observer un bateau qui s'éloigne sur le canal. Et au bout de quelques dizaines de minutes, il est formel, la Terre est plate, car le navire est resté entièrement dans sa vue pendant toute la durée de l'expérience. Alors, expliquons un peu sa démarche. D'après ses calculs, à 10 km de distance, si la surface de l'eau est bien courbée selon la circonférence admise de la Terre, le sommet du mât devrait se trouver à plus de 3 mètres en dessous de sa ligne de visée. Or, il affirme que dans ces mesures, il n'en est rien. C'est pour Robotham la preuve flagrante et méthodique que la Terre est bien plate. 10 ans plus tard, en 1849, Robotham publie son observation sous la forme d'un pamphlet de 16 pages intitulé « La Terre n'est pas un globe ». Ce texte suscite la controverse. Et la polémique culmine en 1864 lorsqu'il souhaite apporter la preuve définitive de sa théorie. Il lance le défi à quiconque, se déclarant scientifique, de réaliser une expérience avec lui devant témoins. L'astronome Richard Proctor, qui pour la petite histoire n'est pas un perdreau de l'année puisqu'il est le premier à cartographier la planète Mars avec un télescope,
tombe sur l'annonce du défi de Robotham qui a été publié dans un magazine. Visiblement, Proctor aime les challenges et répond aux scientifiques. Il se retrouve donc à Plymouth pour s'expliquer. Et ce que l'on n'a pas encore dit à propos de Robotham, c'est qu'il aime le show et se donner en spectacle. L'astronome Proctor n'est pas au bout de ses surprises. Nous voici donc à Plymouth. Robotham et Proctor gagnent une plage sur laquelle a été installé un télescope devant un public qui compte de nombreux partisans de la Terre plate. Proctor est d'ailleurs accueilli sous les sifflets. L'objet de l'expérience est de voir s'il est possible, depuis la plage, de distinguer la lanterne du phare d'Eddystone, situé à 22 km au large et à une hauteur de 18 mètres. En suivant la même logique que sur le canal de sa campagne anglaise, Robotham prétend que si on peut observer la lanterne du phare en entier dans la lunette du télescope, cela prouve que la Terre est bien plate. Les deux hommes pointent donc le télescope vers le large en direction de l'édifice. Et là, bien que la lanterne du phare n'est visible qu'à moitié, Robotham, lui, s'empresse de clamer sa victoire. Proctor ne peut même pas se faire entendre sous les hurrahs des supporters platistes qui quittent la plage convaincus que l'une des plus importantes conclusions de l'astronomie moderne venait d'être réfutée. Proctor fulmine, mais que faire quand on est seul à avoir raison contre tous? Robotham est, lui, par contre, on peut s'en douter, remonté à bloc, persuadé du bien fondé de sa théorie et que la science le reconnaîtra parmi ses plus grands contributeurs. Samuel Robotham va alors, jusqu'à sa mort, étoffer sa théorie, à laquelle il a donné le nom d'astronomie zététique. Il détaille d'ailleurs à quoi ressemble cette Terre plate. Pour lui, c'est un disque plat, bordé par un mur de glace présent sur toute la circonférence et dont le centre est le pôle Nord. Le mur de glace, c'est bien le premier à l'évoquer, de même que le dôme géant qui le surplombe, ah bah tiens, comme les platistes d'aujourd'hui. Mais puisque c'est un scientifique, ou du moins c'est ce qu'il prétend, il donne des chiffres pour étayer ça, non? Tout un tas de chiffres, n'entrons pas dans les détails, mais juste un exemple. Selon ses estimations, le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles tournent autour de la Terre à une distance approximative de 4800 km. Ah oui, ils vont se cogner dans l'Everest alors. Loin en tout cas des 380 000 km de distance Terre-Lune telle qu'elle est mesurée par les scientifiques. Le bureau des complots. Robotham n'est pas seul dans les célèbres propagateurs de la théorie platiste. Faisons maintenant la connaissance d'un de ses disciples zélés qui l'épaule dans ce travail et qui va favoriser son expansion. Son nom est William Carpenter. Alors lui, c'est un imprimeur natif du Kent, dans la campagne anglaise. Carpenter, c'est un original, magnétiseur, adepte du spiritisme, végétarien, ce qui n'est pas si commun pour l'époque. Il imprime des brochures sur chacune de ces questions et il développe des idées avant-gardistes, voire fantaisistes. Et à partir de 1864, à peu près au moment où son maître fait ses expériences au bord de l'eau, Carpenter publie en 8 parties et sous le nom d'auteur Common Sense, littéralement le bon sens, l'astronomie spéculative étudiée et démasquée, la preuve que la Terre n'est pas une sphère. Vous citez, mon cher collègue, les expériences au bord de l'eau de Robotham, mais Carpenter va même aller jusqu'à écrire un bouquin là-dessus, un essai en 1872 intitulé « Le Bedford Level Experiment », où il relate l'expérience du canal. Évidemment, être dans l'imprimerie, ça aide. Il publie aussi un ouvrage consacré à réfuter les théories en astronomie d'Isaac Newton. Au total, il sera l'auteur de 15 livres en une trentaine d'années. Les années passent et Carpenter émigre à Baltimore, aux États-Unis. Il y publie alors Sans preuve que la Terre n'est pas une sphère en 1885. Ce livre devient immédiatement un best-seller. Et c'est donc le début de la diffusion de la théorie de la Terre plate outre-Atlantique. Et ça n'est pas rien, puisque c'est là-bas qu'elle va s'épanouir. Carpenter parvient à saisir l'imaginaire par ses arguments. Par exemple, il s'étonne de l'observation des rivières qui coulent sur des centaines de kilomètres vers le niveau de la mer sans chuter de plus de quelques centimètres. Si vous ne le croyez pas, il prend alors pour exemple le Nil, qui, dit-il, ne tombe que de 30 cm sur une distance de 1600 km.
Selon lui, ceci est incompatible avec l'idée que la Terre est convexe. Il s'agit d'une preuve rationnelle, je cite, que la Terre n'est pas une sphère. Au même moment, en Angleterre, Robota meurt, mais son décès ne freine pas l'expansion de la croyance à la platitude terrestre. La veuve d'un célèbre explorateur anglais, nommé Lady Elizabeth Blount, une amie de longue date de Robotham, fonde même une première organisation platiste, la Universal Zetetic Society. Son objectif, la propagation des connaissances liées à la cosmogonie naturelle en conformité avec les saintes écritures et sur la base d'investigations scientifiques pratiques. Vous le comprenez là, on mêle science et religion. Et ça marche. En entrant dans les églises, les idées de Robotham attirent des milliers de sympathisants. Un magazine est même publié. Et puis, décidément, la description de la Terre plate popularisée par Robotham et Carpenter plaît aux religieux. C'est ensuite un regroupement d'églises chrétiennes évangéliques qui va reprendre le flambeau, son nom, la Christian Catholic Apostolic Church. Cette organisation comptait 20 000 membres dans ses rangs au début du XXe siècle, aux États-Unis, en Europe, mais aussi en Asie, en Afrique et en Australie. Et ils sont aujourd'hui des millions à travers le monde. C'est un réseau très puissant. Ses nombreuses missions à l'étranger, sa station de radio et la publication d'une revue permettent la diffusion intercontinentale de l'idée de la Terre plate. En tout cas, cette première vague de la propagation de la théorie de la Terre plate va perdre en intensité le début du XXe siècle, mais les réelles découvertes scientifiques au premier rang. Oui, on n'arrête pas le progrès. Les avions, les voitures, l'atome, l'infiniment grand se dévoilent, et puis il y a quand même les guerres mondiales. Bref, le mouvement platiste a pendant quelques décennies un peu de mal à se faire entendre. Mais à l'horizon des années 50, le platisme va connaître un renouveau étonnant. À l'horizon, vous faites un jeu de mots là, mon cher. Exactement. Et maintenant, il va falloir nous attaquer à la période d'après-guerre et l'époque contemporaine. Réjouissons-nous, car c'est une explosion de platisme qui nous attend. Voilà une théorie qui ne tombe pas à plat, quoi. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots. Et maintenant, cap sur l'après-guerre et l'époque contemporaine. Alors, mon cher Peters, une période exaltante, n'est-il pas ? Peut-être ma préférée. Et à ce propos, sur Internet, je viens de tomber sur un site qui propose tout un tas de bouquins et de vidéos pour expliquer que la Terre est plate. La Flatter Society qu'ils s'appellent. Ils font même des t-shirts, il y a des casquettes. Ils se donnent un air tout ce qu'il y a de plus sérieux. La Flatter Society, c'est une association mondiale qui signe vraiment l'explosion du platisme d'après-guerre. Elle a été fondée en 1956 et c'est encore, jusqu'à aujourd'hui, l'organisation de référence lorsque l'on s'intéresse à la diffusion des théories platistes. Penchons-nous tout d'abord sur son créateur. C'est un inventeur passionné d'aéronautique et d'astronomie, un Anglais nommé Samuel Shelton. L'histoire de sa conversion à l'idée de la Terre plate est intéressante et elle commence dans les années 20 lorsqu'il imagine utiliser un dirigeable d'une manière innovante. L'idée de Shenton, elle est simple, presque enfantine. Il se dit, puisque la Terre tourne sur elle-même à un peu plus de 1000 km/h, pour accomplir un voyage d'un point A à un point B, je n'ai qu'à simplement monter dans le ciel, rester stationnaire, laisser la Terre tourner en dessous, puis redescendre. Ah oui, l'idée de Shenton, c'est que l'aéronef profite du mouvement de rotation de la Terre afin de se déplacer jusqu'à la destination désirée. Shenton ne comprend pas, d'ailleurs, pourquoi personne n'y a pensé avant lui. Alors, il fait des tests, il fait monter des ballons en l'air, mais il est vite déçu car ces ballons redescendent au même endroit. Il cherche donc à comprendre ce qui cloche et de fil en aiguille, il met le doigt dans le pot de l'astronomie zététique de Samuel Robotham et la théorie de la Terre plate. Et là, c'est une révélation. Il est instantanément conquis par la fraîcheur de ses idées. Et surtout, il comprend pourquoi, malgré plusieurs tentatives, son invention n'a pas fonctionné. La Terre ne tournerait finalement pas sur elle-même. Shenton poursuit ses recherches, noue des contacts et en 1956, donc, il crée en Angleterre l'association de la Terre plate, la Flatter Society, qui succède donc à l'Universal Zetetic Society.
Si de son côté Shenton place les arguments religieux au second plan, il s'inscrit malgré tout dans la continuité de ses prédécesseurs. Il théorise que la Terre est un disque plat entouré d'un mur de glace impénétrable qui marque le bord de la Terre. Shenton donne inlassablement de nombreuses conférences sur ce sujet auprès de groupes politiques, d'étudiants, et il est également invité dans les médias pour faire connaître son point de vue. Et voilà qu'il gagne une certaine notoriété dans les années 60, surtout quand il remet en cause les avancées dans le domaine spatial. Mais Shenton et sa Flat Earth Society vont quand même un peu devoir batailler, car dans cette décennie, le rêve spatial prend de l'ampleur. Et bien sûr, la propagation de la théorie de la Terre plate va être défiée par le début de la photographie prise par des satellites. Dans ce contexte, le nombre des membres de la Flat Earth Society diminue fortement. Certains militants ont arrêté d'y croire et les nouvelles générations, conquises par le progrès technologique, semblent de moins en moins sensibles à l'idée de la Terre plate. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Et quand en 1969, Neil Armstrong marche sur la Lune, le nombre d'adeptes de la Flat Earth Society tombe à 100. Si vous pensez que l'attrait pour la conquête spatiale a eu raison des platistes, détrompez-vous, car c'est justement un observateur privilégié des travaux de la NASA qui va relancer la Flat Earth Society. Son nom est Charles Johnson. C'est une conspiration. Le bureau des complots, t'as leur numéro? Charles Johnson possède un ranch où il vit reclus avec sa femme dans le désert près de Los Angeles, en Californie. Il habite à Lancaster, précisément, une petite ville qui a la particularité d'abriter l'usine Rockwell International, où la navette spatiale est construite, et la base aérienne d'Edwards, où la navette a été testée. Johnson croit que le but principal du programme spatial n'est qu'une supercherie, destinée à alimenter le mythe que la Terre est un globe. C'est un fervent croyant, et avec lui, on revient dans le giron religieux. Je le cite. « Le but de la théorie copernicienne est de se débarrasser de Jésus en disant qu'il n'y a pas de haut ni de bas. Pourtant, Jésus est bien monté au ciel, ajoute-t-il. » Pour Johnson, le Soleil et la Lune tournent au-dessus de la Terre à proximité de l'équateur. Leur élévation et leur disposition dans le ciel ne sont dues qu'à des jeux de perspective, comme les voies ferrées qui se rencontrent au loin. Outre la Bible, c'est le bon sens qui permet d'identifier le mythe du globe terrestre. Partout, dit-il, où l'on trouve des gens avec du bon sens, ils ne croient pas à des choses idiotes, comme la Terre qui tourne autour du Soleil. Raisonnable, les gens intelligents ont toujours reconnu que la Terre est plate. En 1971, lorsque Shenton décède, Charles Johnson reprend le flambeau. Il devient président de l'International Flat Earth Research Society of America, qu'il va diriger depuis son ranch. Sous sa direction, la Flat Earth Society redécolle et passe à 3500 membres, un record pour l'association. Une partie de la cotisation annuelle de $10 permet de s'abonner au Flat Earth News, et à la lecture de ce magazine, Jacobs, on découvre des choses étonnantes, non ? Eh bien, j'en ai fait ma lecture du soir et j'y ai appris notamment que Moïse était le premier platiste revendiqué, que la Flat Earth Society n'a pas été fondée en 1956, mais en 1492 avant notre ère, lorsque le prophète donc a transmis au peuple hébreu les 10 commandements au mont Sinaï. 1492, ça évoque évidemment aussi la découverte de l'Amérique, mais cette fois après Jésus-Christ, évidemment. Et bien justement, Christophe Colomb, ce serait un autre platiste célèbre. On appréciera la symétrie des deux dates. Citons encore George Washington, qui, en bon platiste, comme on peut le lire dans le Flat Earth News, aurait rompu avec l'Angleterre qui enseignait que le monde est une sphère. Pendant 3 décennies, Charles Johnson reçoit des milliers de lettres de partout dans le monde, de l'Inde, de l'Iran, de l'Arabie Saoudite, et il s'efforce d'y répondre avec l'aide de sa femme Marjorie, sans qui rien, comme on dit, ne serait possible, car c'est un travail titanesque. Et leurs efforts vont permettre de constituer de monumentales archives au sein du ranch. Mais un jour, c'est le drame. Nous sommes en 1995,
un incendie se déclare dans le ranch. Le feu emporte toute la documentation de la Flat Earth Society. Johnson passera alors la fin de sa vie à tenter de reconstituer la liste des membres de l'organisation partis en fumée. Cela explique en tout cas qu'en 2001, lorsque le leader décède, les membres de la Flat Earth Society ne sont plus qu'une poignée. Mais que les platistes sèchent leurs larmes, nous voilà donc au XXIe siècle et Internet va se révéler l'outil idéal pour redonner vie à la théorie de la Terre plate et la Flat Earth Society va vite se redresser. Tout commence en 2004, lorsqu'un Américain crée un forum de discussion en ligne sur le platisme. Des milliers d'internautes s'y ruent pour échanger sur le sujet. La popularité de ce forum est telle que la relance officielle de la Flat Earth Society est proclamée 5 ans plus tard, en 2009. C'est un véritable renouveau, hein. Le site web de la Flat Earth Society devient la vitrine de la théorie platiste. On y trouve de nombreux ouvrages et tous les éléments de discours pour propager la théorie de la Terre plate. La Flat Earth Society ne dit rien du nombre d'adhérents qui la composent, mais sur leur site, le forum indique plus de 40 000 contributeurs et on peut estimer qu'il y a un peu plus de 500 membres actifs dans le monde qui se réunissent tous les ans dans une grande convention. Si aujourd'hui la Flat Earth Society se veut le centre du monde platiste, ce qui est aussi marquant, c'est de voir qu'avec les réseaux sociaux et Internet, chacun peut se faire le relais de cette théorie. En tout cas, ce n'est plus un tabou. Aujourd'hui, les platistes prétendent être plus de 200 millions à travers le monde. Ce chiffre est évidemment difficilement vérifiable. Mais pour montrer la platitude de l'horizon, ils sont néanmoins des milliers à profiter de leur voyage en avion pour prendre la Terre en photo à travers le hublot. D'autres accrochent des petites caméras à des ballons et les envoient dans les cieux. Sur le web, on trouve des heures d'images de la stratosphère réalisées par des vidéastes amateurs platistes. Plusieurs gourous des réseaux très populaires alimentent également la théorie de la Terre plate. Les plus connus d'entre eux comptent sur leur chaîne des centaines de milliers d'abonnés et des dizaines de millions de vues. Jacobs, je crois que je suis pris d'un vertige tout à coup. C'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est juste le signe que c'est le moment de conclure. Le bureau des complots. Jacobs, il faut répondre un peu concrètement à Jocelyne, qui nous a laissé un message sur le répondeur du bureau des complots, car elle entend pas mal de théories à propos du platisme autour d'elle. Il faut peut-être commencer par la rassurer. Oui, naturellement. Alors, Jocelyne, c'est normal d'être déstabilisée face à des théories qui remettent tout en question. Ensuite, il faut voir les choses simplement. Déjà, si la Terre était plate, cela impliquerait un mensonge colossal, coordonné sur des siècles, impliquant des millions de personnes de différentes époques, cultures et professions. Or, justement, la réalité est plus simple. C'est la science qui, par des expériences vérifiables, a permis de comprendre que la Terre est ronde. Et la beauté de la science, c'est qu'elle ne demande pas qu'on la croie aveuglément. Elle nous invite à voir par nous-mêmes et à expérimenter. En définitive, il faut trouver comment rétablir un dialogue rationnel avec ceux qui croient en ces théories. C'est tout l'enjeu. C'est une question de lien social, de capacité à discuter et à s'écouter, même quand on n'est pas d'accord. Et c'est peut-être là que réside la vraie solution. Oui, plutôt que de ridiculiser ou d'ignorer ces théories, il faut comprendre pourquoi elles séduisent et rétablir un terrain commun pour dialoguer. Et vous savez quoi, Jacobs ? Cela m'inspire une maxime. Très intéressant, je vous écoute. Eh bien, au bureau des complots, la planète Terre est ronde, mais certains esprits tournent en rond sans jamais l'accepter. En voilà une bien sage parole. Je me réjouis d'avance de vous retrouver au plus vite pour explorer en votre compagnie une nouvelle conspiration, mon cher Peters. Il est certain que nous avons encore de savoureuses heures à vivre avec les complotistes. Et d'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs, À votre service.